C'est un plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Au sommaire de cette édition, le mouvement Initiative citoyenne poursuit à travers le pays sa tournée pour la promotion de la paix en période électorale. Ce jeudi, la délégation conduite par Patrice Alakwato était dans la capitale Porto-Novo. Nous en parlerons dans ce journal. À suivre dans cette édition, un single pour vanter les mérites du programme d'action du gouvernement béninois. Le chef d'œuvre a été présenté à la presse ce jeudi. À quelques jours du second tour des législatives en Centrafrique, religieux et populations se mobilisent pour diffuser un message de paix dans le pays. Voilà pour le sommet de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Audience à la présidence de la République. L'ambassadrice des États-Unis et le commandant des opérations spéciales au commandement des États-Unis pour l'Afrique étaient au cabinet du chef de l'État. À la sortie d'audience, les autres se sont confiés au micro Eden TV. Suivez plutôt. Nous avons discuté de comment nous pourrions collaborer pour pouvoir combattre le terrorisme. Les États-Unis vont voir les différentes sortes de collaborations que les deux pays pourront avoir pour lutter contre ce fléau. We are partnered with several nations in West Africa to look at how we can work together to counter terrorism. Nous sommes en train de collaborer avec plusieurs pays déjà pour la lutte contre le terrorisme. Aucun pays ne pourra faire face à ce fléau seul. Nous allons voir comment nous pourrions aider le Bénin dans la formation et comment nous allons élaborer les stratégies nécessaires pour combattre le terrorisme au Bénin. In order to engage and defeat and prevent terrorism. C'est une menace transfrontalière et nous, en tant que partenaires, devons l'affronter ensemble et nous sommes vos partenaires dans cette lutte essentielle. C'était une discussion très fructueuse et Monsieur le Président était très généreux avec son temps et nous avons trouvé la discussion très constructive. Et je voudrais remercier Monsieur le Président et toute son équipe pour leur temps et pour les résultats de la discussion. Il y a deux messages importants de la part du président. Le président voudrait que l'on puisse renforcer les capacités de notre armée, de nos forces. Le président a raconté les réformes drastiques qui ont été conduites dans ce pays et qui continuent. Par exemple, la fusion de la police et de la gendarmerie, mais aussi les réformes qui sont en cours au niveau de l'armée et qui commencent par monter les résultats. La deuxième chose importante, c'est que le président a dit « Nous ne sommes pas dans une position où nous allons seulement attendre du partenaire. » Donc le président a apprécié l'aide que les Américains nous apportent dans ce domaine, mais il a dit que le gouvernement de notre pays, le gouvernement du Bénin, est prêt à prélever sur ses ressources propres de l'argent pour compléter ce que nos amis américains pourraient apporter dans le cadre de leur assistance. Et il a donné l'assurance à ses visiteurs qu'ils ne seront pas déçus de la manière dont nous allons conduire, nous allons absorber cette assistance qui est apportée à notre pays. Le président a voulu montrer là la détermination du gouvernement à lutter contre le terrorisme. La détermination du gouvernement à participer à toutes les initiatives sous-régionales, régionales mais globales aussi, pour lutter contre ce phénomène-là, parce que ce sont des vies innocentes qui sont perdues. Donc notre pays est prêt à renforcer sa coopération avec les États-Unis d'Amérique qui viennent généreusement vers nous pour pouvoir s'associer à la lutte contre le terrorisme, contre la violence gratuite. Et c'est tout le sens du message que le président essaie de passer. Et il a beaucoup apprécié que le gouvernement américain ait dépêché le général Anderson auprès de lui ce jour. Je vous l'annonçais en titre, le mouvement Initiative citoyenne poursuit à travers le pays sa tournée pour la promotion de la paix en période électorale. Ce jeudi, c'est Porto-Novo, la capitale, qui a accueilli Patrice Alakwato et les siens. Les Aïnovi ont témoigné de leur engagement plus que jamais à promouvoir les valeurs de la paix et de bonne citoyenneté dans le cadre de la prochaine présidentielle du 11 avril. Suivez ici Patrice Alakwato, président du mouvement Initiative citoyenne, au micro de Ahmed Arekpa et Denis Maroya. Nous avons voulu que Porto-Novo soit la 6e étape de notre périple
afin de venir vous entretenir sur la culture des comportements de paix, surtout la prévention des discours de haine et la promotion de la paix et de la cohésion sociale en cette période électorale et la nécessité pour vous d'aller accomplir votre devoir citoyen le 11 avril prochain. Vous ne restez pas sans savoir que des efforts considérables pour consolider durablement la paix ont été faits au Bénin depuis l'historique de la conférence nationale. Du chemin a été parcouru et il est de notre devoir de multiplier les initiatives qui ont contribué de façon significative à renforcer la dynamique de paix dans laquelle le pays est engagé. Le plus important qu'il ne faudrait en aucun cas perdre de vue, c'est aller à une élection présidentielle, n'est pas aller en guerre. Le développement de toute nation est conditionné par la paix et c'est cette paix que nous devons ventiler partout où besoin sera afin d'épargner à notre cher pays et à ses habitants les affres de la guerre. Une délégation du Parti Union progressiste, conduite par l'honorable Boniface Yewetome, a entamé ce jeudi une tournée dans les arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. L'équipe est allée procéder à l'installation des comités communaux en vue de la campagne électorale prochaine. Clémence Tonoukon et Romaric Devauchy ont suivi le périple. De l'organisation de la campagne électorale, la délégation s'est rendue dans les arrondissements de Kmanron, Zinvier, à Kassato, puis à Abomey-Calavi Centre. À chacune de ces étapes, l'exercice est le même, installer les comités communaux de campagne conformément à une décision du parti qui définit les modalités de l'organisation de la campagne électorale au sein du parti. Il n'est plus question aujourd'hui de l'installation des structure de base du parti, mais plutôt d'installer le comité communal de campagne de Calavi Sud et de Calavi Nord. La même occasion nous permettra de vous parler de comment vous allez vous organiser au niveau des différents quartiers de Calavi. Nous avons une structure communale d'au moins 17 membres par comité communal de campagne. Au niveau maintenant de nos villages, nos quartiers érigés au rang d'arrondissement pour notre politique, notre stratégie, nous aurons aussi au moins au niveau de chaque quartier un bureau de 17 membres pour occuper les ponts, les rues et les maisons. L'objectif pour nous, c'est d'atteindre le taux maximum que nous voulons pour notre candidat au soir du 11 avril prochain. La configuration de chacun de ces comités communaux répond à des critères bien définis. L'organisation prévoit que à chaque niveau, il faut au moins 17 membres, au moins. On peut aller à 19, à 21, à 25, à 27. L'essentiel, c'est d'avoir au moins 17. Et que toutes les zones puissent être représentées dans les comités. Et qu'il n'y ait pas comité, au moins une femme. Au moins. À noter que la tournée se poursuit ce vendredi dans les autres arrondissements de la commune. Cérémonie de présentation de singles pour reconnaître les mérites du programme d'action du gouvernement PAG. C'était ce jeudi à Godomé en présence de personnalités politiques et culturelles. Initiée par Eric Thompson, la chanson parle du développement social et infrastructurel en cours dans le pays. Le point avec Frédéric Espoir Roumabou et Damien Pedro.
D'une durée de 4 minutes 27 secondes, la chanson Je te dis bravo est une initiative de Eric Tossou, plus connu sous le pseudonyme de Thompson. Cette chanson valorise les réalisations du PAG et a une fiche technique claire. Le rythme est du reggae. La langue ou les langues utilisées pour exécuter cette œuvre sont le français et la langue fon. Les voix qui ont chanté les textes principaux, on appelle ça lead vocal, c'est Eric Thompson, c'est Madame Rosine Dainho, l'honorable, c'est aussi notre frère Hector Koueban. Reconnaissant que tout n'est pas rose, Eric Thompson dira que son œuvre est le fruit de l'observation, de l'écoute des Béninois par rapport au développement impulsé à la nation, mais aussi de la comparaison de tout ceci à des expériences vécues outre-mer. Donc cette chanson a pour mission d'aider les Béninois à être fiers de ce qui se fait. Il n'y a pas quelque part au monde où tout est facile. Tout est facile et tout descend comme un cadeau du ciel. C'est des efforts, c'est des douleurs. Ce que nous faisons depuis quelques années aux côtés du gouvernement et du chef de l'État, c'est formidable pour notre pays. Les difficultés à des niveaux donnés, si je parle par exemple des difficultés d'acclimatation par rapport aux nouveaux tests politiques ou juridiques ou électoraux, ça va prendre. Je compte, j'ai foi dans le génie du Béninois. Ce génie qui était exprimé entre-temps à l'Assemblée nationale, à la conférence des forces vives. Je crois à ce génie, que les acteurs politiques qui finissent toujours par trouver les voies et moyens pour se retrouver pendant que les populations sont loin, dans leur lit, ça se réalisera. Pour l'honorable Rosine Dainho, l'une des voix principales sur le morceau, c'est sa façon d'apporter sa pierre à l'édifice. La République nous appartient tous. Et en tant que leader, il faut quand même que je vienne poser aussi ma pierre à l'édifice. C'est ce que j'ai fait. Hector Koueban, l'autre lead de cette œuvre phonographique, profite de la remise officielle pour faire un plaidoyer. C'est que la culture soit mise à sa place normale dans la Constitution. Et la place normale de la culture dans la Constitution, c'est l'article 98 de la Constitution. C'est ce qui donnera à la culture des bases légales solides. Notons que les personnalités présentes à la cérémonie ont été responsabilisées pour porter le produit à bout de bras vers tous les Béninois. À quelques jours du second tour des législatives en Centrafrique, le doute plane quant à l'implication des rebelles religieux et populations se mobilisent pour diffuser un message de paix dans le pays. Tous souhaitent éviter une nouvelle guerre civile. Suivez. Routes abîmées, véhicules embourbés, un simple trajet qui se transforme en un véritable périple pour le cardinal centrafricain Dieudonné Zapalanga. Près de 100 km seulement séparent la piste de Birao et la ville de Ouanda-Djalé, située dans le nord du pays. Pourtant, le cardinal et son équipe ont mis plus de 4 heures pour parcourir cette distance. C'est de cette partie du territoire que proviennent la majorité des groupes rebelles présents en Centrafrique depuis des décennies. Un drame s'était déjà produit ici. Tous les villages autour de nous ont déjà subi la guerre. Merci aux autorités qui ont envoyé des forces à Ouanda pour protéger aujourd'hui la population. Il n'y a plus de problème, les habitants et les forces s'entendent bien. Ici, on n'a déjà pas d'eau potable, pas d'hôpital. Quand un enfant est malade à Ouanda, il faut faire plusieurs kilomètres ou bien tu le perds en route. En plus de ça, la guerre encore. On demande plutôt de l'aide pour le développement de notre région. Nous sommes aussi des humains. Depuis quelques semaines, l'armée centrafricaine, appuyée par la Russie et le Rwanda, avance dans le pays pour libérer les zones occupées par les rebelles. Ces derniers menacent de prendre le pouvoir et étaient même arrivés jusqu'aux portes de la capitale centrafricaine Bangui en janvier dernier.
Dans leur repli, les groupes armés ont prévu de converger vers la région du Nord, à majorité musulmane, qui a souvent été en proie aux violences. Je viens tout le temps à l'église catholique ici. Mes frères prêtres aussi viennent régulièrement chez moi à la mosquée. On discute pour voir quoi faire pour maintenir la paix. Pour le moment, ce sont les groupes armés et le gouvernement qui doivent voir comment nous ramener cette paix. S'ils décident de s'entendre, cette paix va revenir. Une paix que défend également l'archevêque de Bangui, Dieudonné Zapalanga. Ce dernier s'est rendu dans cette région menacée de Centrafrique afin de parer d'éventuels conflits entre les communautés chrétiennes et musulmanes. Cette visite c'est aussi une connotation sociopolitique, dans le sens qu'on vient de signer un accord, on tient à rencontrer les uns les autres pour appréhender, mesurer les analyses, les contours, les résistances, les forces et les faiblesses autour de cet accord-là pour encourager les uns les autres à sortir de cette situation de crise. Si sa visite dans la région a été brève, le cardinal a tenu à rappeler la dimension politique de cette dernière, alors que le second tour des législatives centrafricaines doit se dérouler ce dimanche dans un climat incertain. L'épidémie de Covid-19 gagne du terrain en Île-de-France. Toutes les 12 minutes, un patient est admis en réanimation. Des chiffres qui préoccupent le gouvernement. Lors de son traditionnel point de presse ce jeudi soir, le ministre de la Santé a alerté sur la situation. Il a annoncé de nouvelles mesures si l'épidémie s'accélère. Mais en attendant, pas de confinement à Paris et ses régions. Le transfert des patients est la solution trouvée pour alléger les hôpitaux. Exécutif sur la corde raide. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est revenu sur la situation critique en Île-de-France. Région dans laquelle des mesures de confinement restent pour le moment écartées malgré des indicateurs préoccupants. Pour éviter d'en arriver là, la stratégie de transfert massif de patients va s'étendre dans le territoire francilien. La situation épidémique et sanitaire en Île-de-France nous préoccupe tout particulièrement. Même si la tendance est un peu moins forte depuis quelques jours, l'incidence, la circulation du virus y est élevée. 350 cas pour 100 000 habitants y sont enregistrés en moyenne chaque semaine. Et d'ores et déjà, nous préparons des transferts importants de patients vers les autres régions qui pourraient avoir lieu dès cette fin de semaine. Quand je dis important, c'est qu'on parle là de dizaines, voire de centaines de patients qui pourraient être évacués de l'Île-de-France vers d'autres hôpitaux, d'autres régions du territoire national. La donne pourrait toutefois changer si la pression devenait trop forte sur les hôpitaux. Les autorités pourraient alors appliquer aux Franciliens des mesures telles que celles imposées aux habitants du Dunkerquois et des Alpes-Maritimes. Le ministre de la Santé, qui a fait un point sur le variant britannique, devenu majoritaire, a réalisé un bilan à date concernant la campagne de vaccination. Les variants sont de fait plus contagieux que le Covid-19 classique et le remplacent progressivement. La part de variants dits britanniques est supérieure à 67%. Et la part des variants dits sud-africains et brésiliens, elle, est bien contrôlée, maîtrisée, puisqu'elle reste aux alentours de 6%. En 24 heures, 286 000 Français ont reçu une injection de vaccin. C'est un record depuis le début de notre campagne de vaccination. Au total, ce sont ainsi 4 545 000 Français qui ont reçu une première injection et 2 165 000 Français qui ont reçu leurs 2 injections. Le gouvernement compte donc plus que jamais sur l'efficacité de la vaccination de masse pour éclaircir l'horizon sanitaire, alors qu'un nouveau remède, celui de Johnson & Johnson, vient d'être autorisé dans l'Union européenne. Le Portugal s'apprête à se déconfiner progressivement à partir du lundi prochain avec la réouverture des crèches, des écoles primaires et de certains commerces essentiels. Selon le Premier ministre, il s'agit d'un déconfinement progressif et prudent. Suivez le reportage. Un confinement strict et des résultats plusieurs semaines plus tard. Voilà le plan de lutte contre le Covid-19 mis en place par le Portugal qui semble avoir fonctionné. Avec des chiffres épidémiques désormais sous contrôle, le gouvernement portugais a annoncé son plan de déconfinement progressif. Nous avons un calendrier de réouverture qui commence le 15 mars et dure jusqu'au 3 mai. Pour lundi prochain, je souhaite d'abord souligner les activités liées aux enfants, c'est-à-dire la réouverture des crèches et des écoles élémentaires. Ensuite,
Concernant les activités commerciales, la réouverture des commerces de biens non essentiels uniquement pour les retraits en magasin, ainsi que la réouverture des librairies et aussi des salons de coiffure et activités similaires. Si les chiffres continuent à évoluer dans le bon sens, le plan de déconfinement passera à une nouvelle étape début avril. Les collèges, monuments et musées ainsi que les terrasses des restaurants et bars pourront rouvrir. Puis, les lycées, universités, théâtres et salles de restaurants suivront 2 semaines plus tard. En attendant, le confinement reste en vigueur jusqu'au 4 avril. La population ne pourra sortir que pour les achats de première nécessité, sauf dérogation. Le télétravail restera obligatoire et la circulation entre communes limitée le week-end. Un dernier effort demandé par le gouvernement à sa population. Si nous avons pu pendant 2 mois nous conformer aux règles et obtenir des résultats aussi remarquables après avoir été pendant quelques jours dans une des pires situations au monde, afin d'être maintenant capables de compter le plus petit nombre de cas dans l'Union européenne, ce que nous devons faire maintenant, c'est maintenir cette trajectoire et ne pas gâcher ce que nous avons déjà réussi à réaliser, pour pouvoir retrouver dans la sécurité toute la normalité possible pour nos vies. La prudence est donc de mise pour retrouver une vie normale et éviter le retour de l'épidémie. S'il a bien géré le passage de la première vague épidémique, le pays a sombré face aux variants anglais. Fin janvier, le Portugal enchaînait les records quotidiens de décès, devenant le pays le plus touché au monde en termes de contamination par rapport au nombre d'habitants. Incapable d'endiguer l'épidémie de Covid-19, le Portugal avait même appelé à l'aide l'Union européenne. Un appel entendu par la France, l'Autriche ou encore l'Allemagne. Depuis, le Portugal s'est enfermé dans une bulle qu'il s'apprête à rouvrir progressivement. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous nous avez suivis, merci pour votre fidélité. Bonne suite de notre programme et bon week-end à toutes et à tous.